Bonjour à tous, nous allons démarrer ce webinaire sur le module Reporting EPM, un pilotage de la performance 2.0 pour gagner en agilité et en performance. Merci à tous pour votre présence. Donc je me présente, Alexandre Cata, expert comptable. J'ai été DAF pendant 10 ans dans des entreprises industrielles fortement tournées à l'international et depuis une dizaine d'années maintenant, je suis partenaire d'Amelkis Solutions et donc je vais vous présenter les grands principes du reporting consolidé ce matin. Alors, le sommaire de ce webinaire est le suivant. Nous allons voir dans un premier temps le champ du reporting EPM pour, je dirais, recentrer les débats. Nous visiterons les exigences et les incontournables de ce type d'outils, les évolutions récentes liées aux événements, je dirais à la forte volatilité des activités aujourd'hui que l'on connaît tous. On fera un petit tour sur les grands principes du processus de reporting. C'est important en fait de recadrer aussi ces éléments-là. Je vous parlerai des nouvelles tendances. Ça vous donnera quelques idées pour vos propres projets de reporting et puis aussi quelques préconisations. Voilà pour le sommaire et on démarre. Donc, le champ du reporting EPM. Alors, le reporting, ce qu'on appelle le module reporting, c'est en fait la première pierre d'un environnement qui est plus complet. Vous pouvez le voir à l'écran, on a effectivement le module reporting, mais on peut aussi avoir un module budget, un module atterrissage qu'on appelle communément forecast, et puis aussi un module business plan si on souhaite faire du prévisionnel bilanciel. Donc, vous voyez, en fait, le reporting consolidé n'est qu'une composante d'un système qui est quand même beaucoup plus vaste, qu'on appelle en fait FP&A, qui signifie Financial Planning and Analysis. C'est la planification et l'analyse financière qui nous permet finalement de piloter la performance. Donc, ce système va nous permettre va permettre à l'entreprise de prévoir, de planifier, de budgétiser ses activités pour éclairer les décisions des opérationnels et de la direction. Voilà, on cherche à, à anticiper, cherche à optimiser et surtout, je dirais, on cherche l'apprentissage stratégique qui va permettre, grâce à des mesures performantes, grâce à ce type de système, d'apprendre d'apprendre un petit peu et de relever les signaux faibles qui vont permettre d'ajuster la stratégie de l'entreprise ou du groupe. Voilà, voilà un petit peu la grande philosophie de ce système FP&A. Et donc le reporting en est, je dirais, la pierre angulaire. Alors maintenant, je vous propose de regarder ensemble quelles sont les exigences et les incontournables d'un tel système. Effectivement, lorsqu'on parle de reporting consolidé, pour que ce système soit efficace, rapide, fiable et permette de comparer des chiffres, il faut des données fraîches et homogènes. Et pour ça, en fait, donc, on va chercher à être rapide dans ces traitements. Donc, on va s'attacher à alléger les traitements de collecte, on en reparlera, les traitements automatiques aussi. Enfin, on va essayer d'alléger un petit peu tout ça pour aller vite. Et des processus homogènes vont beaucoup nous aider aussi, c'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir des traitements et des processus différents selon nos entités. Hein. Ça, c'est très important. Alors, ça n'interdit pas quand même d'avoir quelques exceptions, de gérer quelques exceptions dans ces processus, mais en règle générale, on essaye vraiment d'homogénéiser les processus. Ensuite, il s'agit d'avoir des processus structurés, bien cadrés, avec des indicateurs choisis, comparables et aussi des points de contrôle. Donc, on va multiplier les points de contrôle dans ce type d'outil pour s'assurer de la cohérence des données collectées, de la cohérence
de l'analyse, etc. Donc la fiabilité est aussi un point et une exigence très importante. Et enfin, comparabilité. Comparabilité des données. Donc, on a déjà parlé de l'homogénéité des processus. Là, c'est les états de collecte, états de restitution qui doivent atteindre une certaine homogénéité pour pouvoir comparer les chiffres avec N-1, donc l'année précédente, avec le mois précédent, avec le budget, avec le forecast. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir des états qui se parlent. Hein. Donc, la comparabilité a énormément d'importance. Et puis, ça va faciliter aussi la mise à jour de l'environnement, puisque les moyens, les besoins de pilotage évoluent dans le temps. Donc, les mises à jour doivent être faciles à faire. Et donc, ces systèmes vont le permettre. Donc, c'est un objectif important que d'atteindre cette comparabilité. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les premières exigences. Maintenant, il y a quelques incontournables aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de reporting, on va bien entendu être davantage sur des formats dits de gestion, qui vont être plus proches des réalités vécues par les équipes opérationnelles. Donc forcément, on va aller vers ce qu'on appelle du PNL, PNL de gestion, PNL analytique, avec donc des axes activités, axes produits, axes centre de coût. Voilà, donc on va travailler vraiment différemment. On n'est plus dans un environnement statutaire avec une consolidation statutaire. Hein, on sort vraiment de ce standard pour aller vers du spécifique. Donc on va vraiment vers les besoins du client, vers ses attentes, vers ses exigences aussi. On va aussi construire des TFT qui vont se présenter différemment, TFT, tableau de flux de trésorerie, qui vont se présenter différemment. On va souvent partir de l'EBITDA, voilà. Et puis aussi, les éléments bilanciels vont avoir une importance tels que le BFR, le suivi de la dette nette, des ratios, des calculs de ratios aussi, d'indicateurs, si on a des covenants auprès de ses partenaires financiers, si on fait du credit management pour aller chercher effectivement les créances clients. Donc, on va suivre des DSO, des DPO, les délais d'encaissement client, fournisseur. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, on les retrouve fréquemment lorsqu'on parle de reporting consolidé. Et donc, c'est très clairement en fonction de l'expression de vos besoins que Amelkis va pouvoir effectivement construire cet environnement avec vous. Et donc c'est important que le cahier des charges soit fait euh, correctement, qu'on prenne le temps en fait au départ d'un tel projet de bien définir le cahier des charges. Il y a aussi, là je l'ai marqué en bas de cette diapositive, l'enrichissement du plan de compte. Alors on n'est pas obligé d'aller sur un plan de compte de gestion, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais on a la possibilité, bien entendu, de créer des comptes supplémentaires pour zoomer sur des postes de charge, hein, pour être un peu plus précis dans l'analyse de certains éléments du compte du résultat, par exemple. Voilà. Maintenant, je vous propose de regarder ensemble les grands principes du processus de reporting consolidé. Et c'est important aussi de replacer les choses dans leur contexte et de bien comprendre comment on s'organise lorsqu'on fait du reporting consolidé. On a trois phases. On a une phase de collecte des données. Donc cette phase, on retrouve, je dirais, les grands principes. Si vous faites de la consolidation, vous avez ces trois grandes phases. Et donc un reporting consolidé se structure de la même façon. C'est-à-dire qu'on va d'abord collecter la donnée. Donc on a des feuillets de collecte, hein, des liasses de collecte avec soit des moteurs d'import, donc on va créer des connecteurs, hein, comme vous les avez peut-être en consolidation. Alors ce sont des connecteurs qui vont être plus complexes parce qu'on peut embarquer des axes analytiques, un peu plus d'automatisation aussi. Donc on va travailler bien entendu sur ces connecteurs. On va essayer d'automatiser un maximum de choses. On a aussi dans cette phase de collecte la saisie manuelle. Donc ça va être, si on travaille sur ces flux bilanciels, bon, bah, on va faire ce qu'on fait aussi en conso, c'est-à-dire qu'on va saisir les variations
des postes bilanciels, sachant qu'on peut aussi faire des calculs automatiques, hein, on peut aller plus loin que la consolidation sur ce type d'éléments sur les variations bilancielles. Et puis, on peut aussi passer des écritures, hein, des écritures manuelles, comme on le fait en conso, si on souhaite embarquer des retraitements particuliers qui sont importants, notamment lorsque ces retraitements pèsent lourd dans la situation nette, dans la réserve de consolidation. Ça peut être important pour des problématiques de comparabilité avec la consolidation statutaire, d'embarquer dans le reporting consolidé certains retraitements, mais ça aussi, j'y reviendrai en fin de présentation parce que c'est important. La phase 2 maintenant, la phase de traitement des données. Alors, c'est une phase qui est automatisée, bien entendu. Là, je dirais qu'on bénéficie de toutes les fonctionnalités de la consolidation de l'outil Amelkis. Et donc, on va pouvoir faire en automatique toutes les éliminations, un certain nombre de retraitements, des calculs supplémentaires, hein. Donc, ces traitements, cette phase de traitement de données est ouverte, c'est-à-dire qu'on va pouvoir paramétrer des calculs spécifiques dont le client a besoin. Donc, ça peut être des calculs de ratio, de sous-totaux, etc. Donc tout ça, on peut rajouter vraiment ce que l'on veut. C'est assez simple à faire et donc l'idée, c'est vraiment de se rapprocher des besoins du client, de répondre aux besoins du client. Voilà, on peut transférer des données d'un exercice à un autre, d'une phase à une autre, hein. Donc on peut réalimenter, je dirais par exemple un module reporting avec des éléments calculés précédemment sur d'autres modules. Voilà, tout est possible. Voilà, ça c'est la phase de traitement des données. Et enfin, on a la phase d'analyse que vous connaissez si vous faites de la consolidation, qui va aller aussi plus loin que la conso, puisqu'on va être sur des états spécifiques, avec généralement des éléments complémentaires, des axes complémentaires, des comptes complémentaires. Donc voilà, l'analyse des données va être poussée très loin. On va pouvoir bénéficier de toute la puissance de la restitution d'Amelkis EPM. Donc, on va créer des états complémentaires spécifiques. Le client, généralement, va aller sur la Retrieve Excel, hein, qui va lui donner cette autonomie dont il a besoin pour répondre à des besoins ponctuels de la direction ou des équipes opérationnelles. Donc, avec la Retrieve Excel, il va pouvoir construire ses propres états, ses propres calculs, aller chercher lui-même les données dans la base de données Amelkis. Et puis, bien entendu, on peut aller sur de la BI avec notamment Power BI. Donc, cette phase d'analyse des données, elle est extrêmement importante pour le module reporting, puisque je dirais c'est le cœur du sujet, bien entendu, pour le client. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les différentes phases du processus de reporting. Voilà. Maintenant, je vous propose, avant d'aller sur les préconisations et les grandes tendances du moment, de parler un petit peu du changement des besoins des clients aujourd'hui face je dirais, à la forte volatilité que l'on a sur les activités aujourd'hui, hein, des ralentissements un peu brutaux. On peut avoir aussi des croissances, des reprises de l'activité un peu forte. Donc, on a besoin vraiment aujourd'hui d'un certain nombre de qualités, hein. Il va falloir que les espaces soient collaboratifs, donc c'est complètement natif sur un mail qui se PM, hein. On est vraiment sur un espace full web, donc collaboratif. Donc c'est pour ça que les clients s'y retrouvent largement, hein, avec un système de workflow qui est très, très confortable, je dirais. Il y a aussi la nécessité aujourd'hui de planifier, hein, ce besoin d'anticipation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le reporting consolidé est la première pierre, je dirais, à un outil de planification, donc devient incontournable, je dirais. Aujourd'hui aussi, les projets, le pilotage de la performance devient vraiment un sujet, un enjeu majeur pour les groupes. Donc, les projets se multiplient, hein. On voit que nos clients nous sollicitent de plus en plus. Ce sont devenus pour eux des sujets prioritaires.
Et puis dernière chose importante à dire, c'est que la direction financière a pris un tout autre positionnement ces dernières années. Il se positionne vraiment aujourd'hui comme business partner aux côtés des directions opérationnelles qui ont besoin pour prendre leurs décisions d'information, d'information et de planification, de projection. Hein. Et donc aujourd'hui, la direction financière doit vraiment se doter d'outils pour répondre à ce besoin. Hein, on n'est plus dans la compliance. Alors la compliance reste un sujet important pour les directions financières, mais là on leur demande vraiment d'aller vers la planification pour aider les directions opérationnelles. Donc ça, alors quand je dis c'est nouveau, ça date quand même de plusieurs années, mais voilà, ça tend quand même à s'intensifier ces derniers temps. Donc c'est important de le rappeler. Voilà quelques éléments clés liés donc aux événements récents que l'on rencontre. Et maintenant les nouvelles tendances. Alors c'est vrai que vous allez avoir besoin effectivement d'ouvrir des champs nouveaux lorsque vous allez parler de reporting et quand vous allez concevoir votre outil de reporting. Vous allez commencer à envisager d'intégrer un ou plusieurs axes analytiques. Alors, c'est une bonne chose, hein, puisqu'effectivement, aujourd'hui, les systèmes d'information nous permettent de le faire, donc pourquoi s'en priver? Souvent, on se retrouve avec un axe activité. Aussi, souvent, il y a un axe de centre de coût, si on veut produire un PNL par destination. Hein, on a souvent effectivement un axe centre de coût qui est embarqué. Alors, comme je le disais, ça se fait avec des connecteurs. Hein, les groupes sont capables aujourd'hui, avec leur système d'information, de produire des balances analytiques. Et si c'est pas le cas, en fait, on fonctionne aussi très bien avec un plan de compte un peu plus détaillé, hein, qui permet finalement d'avoir la nature de la dépense, mais aussi à travers le numéro de compte comptable, à avoir une information complémentaire comme un centre de coût. Donc ça permet finalement, même si le système d'information n'est pas capable de produire une balance analytique, avec un plan de compte plus détaillé, on arrive à avoir ces axes analytiques et l'outil va encore, permet d'aller encore plus loin puisque on peut embarquer dans les moteurs d'import, dans les connecteurs, une répartition automatique par des pourcentages d'un coût ou d'un revenu, hein, sur différentes activités. Alors, on peut vraiment dire, bah voilà, ce poste de charge-là, je vais mettre 30% dans l'activité A et 70% dans l'activité B. C'est des choses qui se font assez facilement et notamment sur la masse salariale. Donc voilà, donc il est facile aujourd'hui avec ce type d'outil d'envisager, de construire, d'embarquer des axes analytiques et de construire des PNL par destination. Certains groupes aussi utilisent des plans de compte de gestion. Pourquoi? Parce que tout simplement, les systèmes d'information aujourd'hui permettent de plus en plus d'utiliser deux plans de compte. Donc la saisie comptable va se réaliser finalement avec un compte statutaire et puis aussi un compte de gestion. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. On peut aussi envisager que le plan de compte ne soit embarqué que dans l'outil Amelkis. Alors, on n'est pas obligé de l'avoir, de l'utiliser dans le RP, dans le système d'information du groupe. Hein. Et donc, il sera finalement alimenté que lors de l'import des données, hein, dans Amelkis EPM. Donc voilà, alors cette utilisation d'un plan de compte de gestion, bien entendu, va avoir du sens pour sortir du format statutaire. Si on a un compte de résultat très spécifique, voilà, on va vraiment pouvoir ranger ces données comme bon nous semble à travers un plan de compte très opérationnel. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez attractif et on voit de plus en plus de groupes se lancer effectivement dans ce type d'organisation.
Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète un petit peu. Généralement, lorsqu'on a un module de reporting, on va très vite vers un calcul d'atterrissage, hein, puisque l'idée c'est que le reporting soit réalisé régulièrement. Et souvent, les groupes ont besoin de recalculer un atterrissage 2 à 3 fois dans l'année, hein, et donc, c'est vrai que très vite, on intègre le reporting dans un processus de planification et donc de révision du budget initial, parce que l'idée c'est d'aller au-delà du budget, hein, et donc aller au-delà du budget, ça veut dire pouvoir réviser plusieurs fois son budget initial, et on sait qu'aujourd'hui on a souvent besoin, c'est une exigence bien souvent, de réviser son budget. Un point aussi très important, c'est l'unification du reporting et de la consolidation statutaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, les groupes euh, importent en simultané, donc dans le même environnement, dans la même phase, on parle de phase, les éléments statutaires et les éléments de reporting. C'est-à-dire qu'avec une même balance, on va pouvoir alimenter deux plans de compte ou deux formats de compte de résultats. Voilà. Ce qui évite de doublonner le travail, hein. On va travailler en même temps sur une consolidation statutaire, par exemple semestrielle, et sur son reporting de gestion. Voilà, ça fait gagner beaucoup de temps. Bien entendu, lorsqu'on met en place ce processus, va falloir effectuer un certain nombre de contrôles entre les résultats statutaires et les résultats de reporting pour s'assurer qu'on fait bien le pont entre ces deux environnements, hein. Ça c'est important. Mais voilà, donc voilà, c'est facile à faire, c'est relativement facile à faire puisqu'une fois que je dirais le paramétrage est fait dans le moteur d'import, l'import en simultané se fait automatiquement. Et enfin, un autre point important, c'est la robotisation et la planification via des API, hein. Donc, bien entendu, là, on va de plus en plus vers de l'automatisation, hein, avec des robots, aussi bien pour la collecte que pour le traitement, pour les contrôles, pour l'envoi de documents. Donc, il faut avoir conscience aujourd'hui que beaucoup de tâches qui étaient effectuées manuellement par les utilisateurs aujourd'hui sont automatisées. Donc, ça fait gagner du temps, et ce temps gagné, bien entendu, on va pouvoir le réutiliser sur l'analyse des données, et justement ce rôle de business partner qu'on doit jouer auprès des équipes opérationnelles et de la direction. Donc c'est important de gagner du temps là où on peut en gagner, et ces API vont nous y aider. Alors, quelques points d'attention quand même lorsqu'on est face à ces nouvelles tendances. Euh, Première chose, la déclaration des opérations intra-groupe peut devenir lourde à mettre en œuvre. Donc il faut avoir conscience de ça, c'est-à-dire que euh, gérer plusieurs axes analytiques, ça veut dire que on doit être aussi capable d'éliminer sur nos opérations intra-groupes sur ces axes analytiques. Donc, il faut avoir bien conscience de l'exigence que ça engendre en amont dans la collecte de données, hein. Il faut que les entités du groupe soient capables de vous donner cette information, hein, ces opérations intra-groupes enrichi des axes analytiques. Donc, il faut être prudent, hein. Il ne faut pas forcément vouloir multiplier les axes analytiques si en amont, les entités n'ont pas la capacité de pouvoir vous donner l'information nécessaire. Donc, attention à ce point, c'est important. Il faut aussi, j'en ai un tout petit peu parlé il y a quelques minutes, prévoir la réconciliation automatique entre la comptabilité statutaire et la comptabilité de gestion, ce qui peut poser un vrai problème si vous avez des rangements complètement différents entre la comptabilité statutaire et la comptabilité de gestion. Il sera quelquefois impossible de retrouver votre EBITDA, votre marge brute, votre résultat d'exploitation. Pourquoi? Parce que des charges financières, par exemple, de l'escompte, sera remonté en marge opérationnelle, en marge brute dans le reporting, et pas en statutaire, par exemple, ou inversement. Enfin voilà, on peut imaginer des rangements complètement différents. Donc,
il faut penser à cette réconciliation, à quel niveau on peut la faire. Alors bien entendu, on l'a fait au moins au niveau du résultat net, mais certains groupes ont besoin de la faire plus haut. Donc, est-ce qu'on est capable de le faire? Voilà, il faut se poser la question de ce bridge, de ce pont entre les environnements. Et puis, dernier point d'attention aussi, c'est la complexité de l'architecture analytique que vous allez mettre en place, euh, qui peut être difficile à appréhender pour des nouveaux entrants. Les équipes changent, on a quand même des rotations quelquefois importantes dans certains groupes, dans les équipes, et donc il faut quand même pouvoir transmettre les connaissances et faciliter la formation des nouveaux entrants. Donc attention aux environnements trop complexes. Alors lorsqu'on crée son outil, on est complètement en maîtrise, je dirais, de son environnement analytique, de son architecture analytique. Mais voilà, il faut penser au suivant. Et donc attention à la complexité aussi à cause de la formation. Alors maintenant, quelques préconisations pour terminer, qui va peut-être, ça va vous permettre d'enrichir votre réflexion. Alors, ce qu'on préconise, nous, souvent, c'est d'y aller pas à pas. On parle d'abord de reporting, effectivement. Avant d'aller sur de la planification, il faut déjà être à l'aise sur son reporting consolidé, le faire tourner pendant quelques mois, hein. Et ça dépend en fait de la capacité du groupe à finalement à apporter ce type de projet. Alors souvent on est impatient, on veut aller vers de la planification assez vite, mais il faut savoir prendre le temps. Et donc ça dépend vraiment de la capacité, de la compétence de la direction financière, des personnes qui compensent la direction financière. Si elles ont déjà une expertise ou une expérience sur ce sujet, on peut aller plus vite. Si finalement elles débutent, hein, si les personnes débutent sur ce type de sujet, il faut savoir prendre le temps. Je l'ai déjà dit aussi, une autre préconisation, c'est de limiter le nombre d'axes analytiques. Hein, déjà embarquer un axe, c'est vraiment très puissant. Deux axes, un ou deux axes, et voilà, on a déjà une bonne puissance de feu là pour faire de l'analyse et commencer à faire de la planification. Donc voilà, attention de ne pas vouloir aller trop loin en analytique. Euh, Autre préconisation, c'est d'anticiper un plan de compte groupe dans le RP pour favoriser les chargements et l'homogénéité. C'est vrai que ça aide, hein, lorsqu'on a, alors c'est ce fameux plan de compte de gestion finalement, hein, dont on a parlé tout à l'heure. C'est vrai que ce plan de compte groupe va aider finalement à toutes les entités du groupe à avoir le même langage, hein, et facilitera aussi les chargements et le paramétrage des moteurs d'import. Donc, ne pas hésiter à parler très tôt dans votre, euh, dans votre processus avec les différents contrôleurs du groupe d'un plan de compte groupe si ça n'a pas été fait. Voilà, ça aidera finalement pour la suite. Autre point important, autre préconisation, c'est d'alléger les travaux de collecte, hein, avec des retraitements significatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a la possibilité avec cet outil, vous l'avez bien compris, d'embarquer des retraitements de conso qui peuvent être importants en reporting si ils impactent fortement des éléments bilanciels ou même des éléments de charge ou de produits, hein. Donc il faut avoir conscience voilà, ça peut être important d'embarquer ces retraitements. Dans ces cas-là, contentons-nous des retraitements significatifs, hein, qui impactent des ratios, des covenants, voilà, et ne pas vouloir forcément tout embarquer parce que c'est chronophage forcément. Plus on embarque de retraitements, plus c'est lourd à gérer. Et aussi, pour alléger les travaux de collecte et les travaux de reporting, on peut se concentrer sur un périmètre un peu plus restreint. On n'est peut-être pas obligé d'embarquer toutes les entités du groupe, notamment les holdings, les SCI qui sont plutôt stables, hein, en termes de performance. Donc c'est pas là-dessus qu'on va avoir des variations fortes de la performance, hein. Là, on applique la loi de Pareto, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelques entités qui finalement impacter 80 à 90% de la performance du groupe. Donc c'est sur celle-là qu'il faut vraiment concentrer les efforts.
Et donc voilà, limiter peut-être son reporting consolidé à un reporting à un périmètre plus restreint. Voilà, il faut bien comprendre pour terminer que un outil comme Amelkis EPM permet d'unifier hein, les données avec des indicateurs financiers, bien entendu, mais aussi des indicateurs extra-financiers. Amelkis a un module de CSRD, et puis on embarque facilement des indicateurs extra-financiers dans un module reporting aussi. On peut rajouter une feuille de collecte avec quelques indicateurs extra-financiers. Donc il faut bien avoir conscience de cette unification des données pour, comme je l'ai dit au départ, faire de l'apprentissage stratégique, faire de la planification et donc répondre aux besoins, au nouveau positionnement de la direction financière en tant que business partner. Voilà. Donc cette solution Amelkis EPM regroupe, je dirais, tout ce qu'on attend d'un outil moderne et performant en termes de pilotage de la performance, full web, starter kit, la sécurité, la vision EPM, un outil ergonomique simple, un outil connecté en lien avec vos outils, un outil où il n'y a pas de ce qu'on appelle no code, hein, l'évolution, il est facile de le faire évoluer sans langage informatique et bien entendu automatisable avec la possibilité de robotiser un certain nombre de tâches. Voilà. C'était assez rapide. J'espère que vous avez pu obtenir certaines réponses à vos questions. Bien entendu, nous sommes à votre disposition pour commencer à discuter avec vous, réfléchir avec vous à votre propre projet, à prendre en compte vos spécificités et à y répondre. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger très prochainement. Au revoir. Merci de votre attention.